Bienvenue dans Détective Eternos. Ce soir, nous entrons dans le monde de Miss Marple avec les frères disparus sur le Green. 2 frères disparaissent, une batte de cricket solitaire subsiste, et le village cache ses secrets. Quelle vérité attend d'être découverte? Si les mystères vous passionnent, abonnez-vous pour en savoir plus. Allumez une bougie et laissez le mystère s'installer. En cet après-midi de juillet, le soleil brillait d'un éclat doré sur la place du village de Little Bramble, dorant les tentes rayées et projetant de longues ombres sur les banderoles tendues entre les arbres. C'était le jour de la foire annuelle d'été, un joyeux rituel qui rassemblait presque tous ceux qui se trouvaient à quelques pas ou à vélo du clocher. La place était une explosion de sons et de couleurs, les enfants criaient en se poursuivant autour du cocotier, les femmes comparèrent les mérites des tartelettes à la confiture et des génoises sous la toile blanche du stand de l'Institut des femmes, et les hommes se tenaient là, pipes et pintes à la main, feignant l'indifférence en regardant les lots de la tombola s'accumuler. Au milieu de l'agitation, 2 frères brillaient par leur présence et leur complicité. Les frères Ellison, Reginald et Charles, n'étaient pas villageois de naissance, mais s'étaient installés dans le vieux manoir en bordure de la verdure seulement 3 mois auparavant. Reginald, grand et distingué avec une allure militaire, avait rapidement endossé le rôle de bienfaiteur chaleureux, contribuant généreusement au fonds de restauration de l'église. Charles, plus doux de voix et de manières, semblait toujours se tenir juste derrière son frère aîné, comme si ses propres opinions méritaient moins d'être exprimées. Leur arrivée avait éveillé la curiosité, car on savait peu de choses sur leur passé, même s'ils laissaient entrevoir une fortune familiale et des relations londoniennes qui leur conféraient une certaine sophistication. Cet après-midi-là, leur rire pouvait être entendu au-dessus du brouhaha de la foule, alors qu'ils participaient à la tire à la corde concours. Les villageois, charmés par leur enthousiasme, acclamèrent chaleureusement la victoire des frères au 3e tirage, faisant tomber une demi-douzaine d'ouvriers agricoles dans la poussière. Il y avait chez eux un sentiment de nouveauté, une touche de drame au milieu des rituels prévisibles de la vie villageoise. Miss Marple, assise à l'ombre d'un sycomore, une délicate tasse de thé à la main, les observait avec un amusement discret. Elle ne se laissait pas tromper par les bonnes manières et les sourires faciles. L'expérience lui avait appris que les surfaces polies dissimulaient souvent des fissures. À ses yeux, les frères Ellison ne lui semblaient pas aussi harmonieux qu'ils le prétendaient. La jovialité de Reginald se transformait parfois en impatience, et Charles, lorsqu'on le laissait parler, manifestait une curieuse nervosité. Miss Marple, sirotant son thé, rangeait ses impressions sans urgence. De telles choses n'étaient pas rares, après tout. Les familles la pouvaient être compliquées. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, et que la tombola touchait à sa fin bruyante, une brise tiède transportait le parfum de l'herbe écrasée et des roses sur la verdure. Les gens commencèrent à se diriger vers les allées, se disant au revoir, les bras chargés de confitures, de bibelots et de livres d'occasion. Les frères Ellison furent aperçus pour la dernière fois marchant ensemble vers le corps de garde qui bordait le manoir, la tête penchée en pleine conversation. Plusieurs villageois le remarquèrent distraitement sur le moment, car les frères semblaient inhabituellement concentrés, leur visage plus sérieux que joyeux. Le soir venu, lorsque les cloches de l'église sonnèrent, 6 heures, un premier sentiment d'inquiétude parcourut le village. Madame Witherby, qui attendait les frères pour le dîner, annonça leur absence. À 8 heures, leur absence était source de spéculation au pub Rose and Crown. Et à 9 heures, lorsque le gendarme local fut persuadé de fouiller la place et les ruelles adjacentes, il n'y avait aucune trace de Reginald ni de Charles Ellison. La nuit tombait, chaude et pourtant inquiétante, les papillons de nuit vacillant devant les lanternes du pub et le silence des voix murmurantes remplaçant la gaieté du jour. 2 inconnus, sociables, aisés et apparemment sûrs d'eux, avaient fait irruption dans la vie de Little Bramble pour disparaître comme engloutis. Miss Marple, interpellée par la femme d'un vicaire irritable qui trouvait la situation extrêmement alarmante, écouta gravement. « Oui, dit-elle doucement, le regard pensif, c'est tout à fait extraordinaire. J'oserais dire que la nature humaine est rarement extraordinaire, simplement déguisée. » Le matin se leva à Little Bramble, l'air n'étant pas aussi radieux qu'il aurait dû l'être. Le soleil était doré, les roses du jardin du presbytère étaient en pleine floraison, et le sifflet du facteur résonnait toujours aussi joyeusement. Pourtant, une certaine tension régnait dans l'air, un bourdonnement de malaise qui se propageait
comme une vaguelette sur une eau calme, car les frères Ellison n'étaient pas revenus, et leur absence était évoquée avec une ferveur croissante dans chaque cuisine, salon et devanture de magasins du village. À la boulangerie de Madame Finch, où l'odeur des petits pains au raisin chaud se répandait dans l'allée, les premiers murmures commencèrent à se faire entendre. Madame Finch elle-même, ronde et rosée, se pencha au-dessus du comptoir avec son autorité habituelle. « Je vous le dis, ce n'est pas naturel que deux hommes disparaissent si soudainement. Croyez-moi, il y a quelque chose qui cloche. Ce genre d'homme ne s'en va pas comme ça. » Elle parla avec la solennité de quelqu'un qui a lu son lot d'articles de presse à sensation, et les clients hochèrent gravement la tête, savourant le spectacle du moment. M. Pritchard, le marguillier, a déclaré que ce n'était rien de plus qu'une mauvaise escapade. Messieurs londoniens, renifla-t-il en ajustant ses lunettes, ils étaient probablement allés en ville sans même un par votre congé. On ne peut pas s'attendre à ce que des hommes de ce genre se préoccupent des bonnes manières campagnardes. Mais même en le disant, il y avait du doute dans son ton. Après tout, Reginald Ellison avait promis d'aider à la réparation de la cloche lundi matin. Il avait promis un généreux chèque. Un homme sur le point de disparaître ne prendrait sûrement pas un tel engagement, non? En milieu de matinée, le Rose and Crown était en effervescence. Le fermier Harris affirmait avoir aperçu une voiture près du bosquet au crépuscule. Une voiture sombre, roulant silencieusement sans phare. Peut-être qu'ils ont été enlevés, ses frères, suggérait avec délectation à voix basse. Enlèvement, demande de rançon, etc. Cela, naturellement, fit sensation, car cela donnait à l'affaire un air de grand crime, un phénomène plus fréquent dans les pages du Daily Mail que dans un village où l'événement le plus alarmant de ces derniers temps avait été un renard dans le poulailler. Madame Witherby, l'épouse du vicaire, déclara que l'inquiétude l'empêchait de trouver le repos. Elle s'agita de maison en maison, répandant son anxiété avec un air de devoir charitable. « C'est absolument épouvantable », dit-elle à mademoiselle Hartnell, qui reçoit la nouvelle avec son habituel froncement de sourcils désapprobateur. « Imaginez qu'ils s'égarent, peuvent être perdus, ou pire. Nous devons tous faire ce que nous pouvons. » Mademoiselle Hartnell, cependant, était plus encline à croire à un scandale qu'à une tragédie. « Croyez-moi, dit-elle, on finira par savoir qu'il y a une femme derrière tout ça. C'est toujours le cas. » Au milieu de ce brouhaha de spéculation, Miss Marple demeurait, comme à son habitude, silencieuse. Assise dans son salon impeccable aux rideaux de chintz bleu, elle recevait les visiteurs qui ne pouvaient s'empêcher de s'arrêter un instant pour un mot. Elle écoutait avec de légers hochements de tête et de légers sourires, ses aiguilles cliquetant sans cesse tandis qu'elle travaillait sur un petit cardigan gris destiné à la cadette de sa nièce. Aux yeux inattentifs, elle semblait l'image même de la douce distraction. Pourtant, derrière ses 12 yeux bleus, elle pesait chaque histoire, chaque contradiction, chaque élan d'imagination. Ce qui la frappa le plus, ce ne fut pas le drame des suggestions, l'enlèvement, le scandale, les dettes secrètes, mais plutôt la façon dont les gens parlaient des frères eux-mêmes. Certains, comme Madame Witherby, se souviennent d'eux comme charmants, sociables, voire bienveillants. D'autres, comme M. Pritchard, laissaient transparaître une pointe d'arrogance, un air subtil de supériorité qui irritait les villageois. Mademoiselle Marple, qui avait soigneusement observé les deux hommes à la foire, oublia l'observation que les impressions variaient énormément. Il arrivait souvent, songea-t-elle, que la vérité d'une personne se situe quelque part entre ces extrêmes. À midi, le gendarme local, M. Jenkins, avait recueilli les dépositions de ceux qui avaient vu les frères pour la dernière fois. Jenkins était un homme bon enfant, sérieux, mais plutôt littéral. « Ils reviendront », assura-t-il fermement à Madame Witherby. « De tels gentlemen ne disparaissent pas comme ça. Ils ont probablement marché jusqu'à un village voisin, ou peut-être se sont-ils égarés dans l'obscurité. » Ces paroles rassurantes, cependant, ne firent rien pour calmer les rumeurs, car chacun savait que les chemins lui étaient familiers, et les frères n'étaient guère hommes à trébucher dans les haies. À l'Institut des femmes, une réunion fut convoquée à la hâte, sous prétexte de discuter du déjeuner des récoltes, mais en réalité pour échanger des nouvelles. Madame Finch répéta sa théorie en l'enjolivant, et Madame Price, de la Poste, ajouta qu'elle avait remarqué que le jeune frère était blanc comme un linge samedi matin. « Pas bien du tout, insista-t-elle. Peut-être que quelque chose de terrible lui était arrivé. Ou peut-être, dit mademoiselle Hartnell saisissant l'occasion, était troublée par sa conscience. J'ai toujours dit que le cadet avait l'air nerveux. » Pendant ce temps, les enfants du village, se délectant de la tension, inventaient des histoires de fantômes et de voleurs, jouant cache-cache dans le corps,
Des cris stridents retentirent. Leur imagination, incontrôlée, ne fait qu'ajouter au malaise sous-jacent. Même ceux qui étaient enclins à minimiser l'affaire se retrouvèrent à parler à voix basse, jetant des regards vers le manoir avec une pointe de suspicion. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, Miss Marple fait sa promenade habituelle le long du chemin. Elle s'arrêta à l'échalier dominant la pelouse, où les vestiges de la fête foraine gisaient encore l'herbe piétinée, un sac en papier égaré, les banderoles colorées retombant de leurs ficelles. Pour la plupart, ce n'était qu'une scène de désordre inoffensif après les festivités. Mais pour Miss Marple, cela évoquait quelque chose d'inachevé, de instable. Elle resta un instant immobile, regardant les dernières lueurs du jour s'estomper, et pensa tranquillement aux 2 hommes qui étaient entrés ensemble dans le corps de garde et n'en étaient pas revenus. La nature humaine, murmura-t-elle en ajustant son châle, toujours bien plus prévisible qu'il n'y paraît. Et sur ces mots, elle se tourna vers la maison, laissant derrière elle l'écho des rires des enfants et les murmures des villageois qui, bien qu'ils ne l'admettent pas encore, commençaient à soupçonner que la disparition des frères n'était pas un simple hasard. Le lendemain matin, l'aube se leva avec une clarté qui ne parvint guère à dissiper le malaise qui subsistait à Little Bramble. Les oiseaux gazouillant dans les haies, le laitier faisait tinter ses bouteilles sur le pas des portes, et l'horloge de l'église sonnait 8 heures avec sa confiance habituelle. Pourtant, à chaque portail et dans chaque allée du jardin, les voisins se penchaient pour discuter à voix basse. La disparition des frères Ellison avait cessé d'être une curiosité passagère. Elle était désormais un sujet de grave préoccupation, et plus encore, un sujet de spéculation insatiable. L'agent Jenkins, coiffé de son casque rigide et serrant son carnet avec ferveur, se dirigea vers le manoir. Il y était allé la veille, bien sûr, mais uniquement pour inspecter les endroits évidents, chambres, bureaux, office. À présent, sous l'insistance de Madame Witherby et de plusieurs autres personnes qui ne pouvaient laisser l'affaire en suspens, il avait décidé d'entreprendre une fouille plus méthodique. Le vicaire l'accompagna, lui offrant son autorité morale, même si sa présence servait surtout à rassurer Madame Witherby sur la maîtrise de la situation. Le manoir se dressait, silencieux et sombre sous le soleil matinal. Sa façade drapée de lierre, si récemment symbole du renouveau du village, semblait désormais lourde de pressentiments. La porte d'entrée était verrouillée, mais Jenkins, fort de son autorité et d'un double des clés de la gouvernante, les laissa entrer. La gouvernante elle-même, Madame Bragg, se tordait les mains dans le couloir, le visage blême d'inquiétude. « Je n'ai jamais vu ces messieurs rester dehors après le dîner, » déclara-t-elle. Monsieur Réginald était très exigeant. Il lisait à la bibliothèque ou jouait parfois aux cartes avec son frère, mais toujours présent, toujours respectable. Ses yeux brillaient d'inquiétude. « Ils n'ont pas touché à leur lit, monsieur, pas un pli sur la couverture. » Jenkins fronça les sourcils, notant les détails avec le poids de sa responsabilité. Il passe d'une pièce à l'autre, scrutant avec une minutie obstinée, mais sans grande perspicacité. Les lits étaient effectivement vides sur la table et ne portaient aucune trace d'utilisation. Dans la bibliothèque, une carafe de cognac, non ouverte, était posée à côté de 2 verres, comme si elle attendait un soir qui n'était jamais arrivé. Il y avait une impression d'interruption, d'oubli en cours de route, qui troublait même l'esprit solide de Jenkins. Pendant ce temps, le vicaire murmurait des prières, et Madame Bragg les suivait anxieusement de pièce en pièce. Finalement, Jenkins rangea son carnet. « Eh bien, ils ne sont pas là, dit-il inutilement. Il valait mieux fouiller à nouveau le domaine et les allées. On organisera une fête. » À midi, la moitié des hommes valides du village ratissaient les champs et les haies. Certains portaient des lanternes, malgré le soleil ardent. D'autres des bâtons, comme pour débusquer les fugitifs ou effrayer un malfaiteur en embuscade. Ils se déplaçaient bruyamment et sans méthode, appelant les frères par leur nom sur un ton plus théâtral que plein d'espoir. On fit sortir des chiens, mais ils ne flairèrent que des lapins et des faisans, et s'élancèrent à la poursuite des odeurs de leur choix. Miss Marple, coiffée de son chapeau de paille et munie de sa canne, n'était pas absente. Elle longeait lentement la haie bordant le bosquet, son regard scrutant l'herbe brisée, où de nombreux pays avaient passé depuis la veille. Pour un œil non averti, ce n'étaient que les conséquences de la fête foraine. Mais Miss Marple faisait la distinction entre le piétinement dû au jeu et celui dû à une intention plus délibérée. Elle marque une pause, observant la rangée d'arbres, la façon dont le sous-bois avait été perturbé. Elle ne dit rien, se contentant de classer ce registre comme elle le faisait si souvent,
un registre silencieux des comportements humains et de leurs traces. Au village, l'Institut des femmes s'occupait à fournir du thé et des sandwichs aux chercheurs, leur bavardage toujours aussi animé. Les théories germent plus vite que les sandwichs aux concombres n'avaient pu être beurrés. Des voleurs, insistait Madame Finch, sont descendus de Londres. Ils les ont éliminés pour leur argent. Absurde, rétorqua mademoiselle Hartnell. L'un d'eux a probablement assassiné l'autre. Les frères sont connus pour se disputer les héritages. Nous le saurons bien assez tôt dans les journaux. Madame Weatherby déclara ces deux idées scandaleuses, même si elle penchait secrètement pour la seconde, ne serait-ce que parce qu'elle offrait une tragédie plus satisfaisante. En fin d'après-midi, Jenkins fait son rapport, l'air sombre, aux villageois rassemblés devant le Rose and Crown. Rien trouvé, admit-il en s'épongeant le front. Aucune trace des messieurs, aucun signe d'acte criminel. Il faudra prévenir les autorités du comté. Elles sauront quoi faire. Son annonce, pourtant destinée à rassurer, eut l'effet inverse. L'idée qu'une autorité supérieure était nécessaire rendait l'affaire soudain plus vaste, plus sombre, plus sinistre. Ce soir-là, Miss Marple invita son voisin, M. Clément, le vicaire, à prendre une tasse de thé tranquillement. Il était encore très agité, évoquant avec ferveur la détresse de la paroisse. « C'est une chose épouvantable, Miss Marple, une chose épouvantable. Pensez qu'ils sont partis sans un mot, et l'exemple que cela donne, c'est que les enfants sont pleins d'idées horribles. Ma femme a à peine dormi. » Miss Marple lui versa son thé d'une main ferme. « Oui, c'est vraiment épouvantable, » acquiesça-elle doucement. « Et pourtant, cela ne me semble pas inexplicable. On imagine souvent les disparitions soudaines et inexplicables, mais je trouve qu'elles résultent généralement de causes humaines tout à fait ordinaires, à bien y réfléchir. » Le vicaire la regarda avec surprise. « Vous pensez que vous soupçonnez quelque chose ?»« Mon cher monsieur Clément, interrompt doucement Miss Marple, je ne soupçonne rien. Je ne fais qu'observer. Après tout, il est dans la nature humaine de laisser des traces. La difficulté réside dans la reconnaissance des signes véritablement significatifs. » Elle n'en dit plus sur le sujet, et le vicaire, bien que perplexe, fut apaisé par son calme. Pourtant, en partant, il ne put s'empêcher de penser que Miss Marple voyait plus loin que quiconque au village, que ses paroles douces n'étaient que la surface de quelque chose de bien plus pénétrant. Cette nuit-là, tandis que les lanternes s'allument aux fenêtres des chaumières et que le village sombrait dans un sommeil agité, Miss Marple était assise près du feu de son salon, son tricot sur les genoux. Elle repensa au rire chaleureux des frères Reginald, au sourire nerveux de Charles, au regard échangé entre eux tandis qu'ils s'éloignaient de la foire. Elle repensa à l'agitation de Madame Bragg, aux efforts appliqués mais laborieux de Jenkins, au plaisir des villageois à créer des tragédies à partir de rien. Elle repensa aussi à une petite chose qu'elle avait remarquée chez les flics, une marque dans le sol, à peine visible, là où quelqu'un était resté immobile un moment. Pour la plupart, ce n'était rien. Pour elle, c'était un souvenir mémorable. « La nature humaine, murmura-t-elle à nouveau avec un léger sourire. Elle laisse toujours des traces. » Et sur ce, elle reprit son tricot, ses aiguilles claquant doucement dans la pièce silencieuse, comme si elle suivait le rythme du mystère qui se dévoilait. Au 3e jour de la disparition des frères, le malaise s'était mué en suspicion. L'inspecteur du comté est arrivé de Manchester, un homme grand et anguleux nommé inspecteur Crail, dont les manières vives semblaient impressionner les villageois. Il ne tarda pas à asseoir son autorité, demandant à l'agent Jenkins de lui fournir tous les détails de la perquisition et convoquant divers employés du manoir Ellison pour les interroger. Pour les villageois, cette arrivée était à la fois rassurante et les événements passionnants étaient devenus suffisamment graves pour justifier une intervention policière sérieuse. La première conclusion de l'inspecteur Crail fut que les frères ne pouvaient pas s'être simplement égarés. Des gentilshommes de leur rang ne disparaissent pas volontairement. Déclaration au Rose and Crown, où une foule s'était rassemblée pour entendre les dernières nouvelles. Non, quelque chose s'était produit cet après-midi-là, après leur départ de la foire. Quelque chose qui n'avait pas encore été révélé. Ces paroles, graves et décisives, firent frissonner l'assemblée. Si quelque chose s'était produit, quelqu'un à Little Bramble pourrait en être responsable. Presque, immédiatement, les soupçons se tournèrent vers le personnel du manoir. Madame Bragg, la gouvernante, fut écartée d'un commun accord. Sa loyauté et ses longs états de service furent indiscutables. En revanche, le jardinier, un homme taciturne nommé Wilkins, fut scruté de près. Il était connu pour son caractère colérique, et on l'avait entendu plus d'une fois se plaindre des gentilshommes londoniens qui se prenaient pour les seigneurs du lieu.
On disait que Wilkins avait beaucoup bu à la foire et était parti de mauvaise humeur lorsque le tir à la corde s'est terminé. L'inspecteur Cray le convoqua Wilkins à la salle des fêtes pour un interrogatoire, et la moitié du village s'arrangea pour être à portée de voix. Wilkins, un gaillard costaud aux mains rugueuses et au visage perpétuellement rouge, nia tout en bloc. « Je ne les ai jamais revus après la foire, » insista-t-il. « Je suis rentré. Ma femme vous le dira. Je n'aime pas ces messieurs. Non, mais je ne lèverai pas la main. » Ces protestations furent accueillies par des murmures sceptiques. Un homme colérique, un homme rancunier comme lui, était un coupable facile. Miss Marple, qui s'était assise tranquillement au fond de la salle, observa la scène sans faire de commentaires. Elle remarqua la façon dont l'épouse de Wilkins, l'air lasse, tordait son mouchoir pendant que son mari parlait. Elle remarqua aussi le regard perçant de Wilkins, comme pour l'inciter à corroborer ses dires. Miss Marple classa l'affaire avec sa précision habituelle. Les villageois, cependant, étaient satisfaits. Un suspect avait été trouvé et l'affaire, pensaient-ils, était en bonne voie d'être résolue. Pourtant, l'inspecteur Cray n'était pas entièrement satisfait. « Nous allons chercher plus loin, dit-il sèchement. Il n'y a pas encore de preuves, seulement des circonstances. » Il porta alors son attention sur un autre personnage, le domestique des Ellison, un jeune homme nommé George Barnes. George était d'un genre discret, presque timide, mais l'inspecteur découvrit qu'il avait travaillé à Londres et qu'il était parti dans des circonstances obscures. Aussitôt, les langues se délièrent. « Louche, déclara mademoiselle Hartnell. S'il en était ainsi, il les suivrait ici pour son propre bénéfice. » Madame Finch répandit avec empressement la rumeur selon laquelle George avait été aperçu près du bosquet ce soir-là, mais en y regardant de plus près, il s'avéra qu'elle ne l'avait entendu que par sa nièce, qui l'avait entendu par hasard au bureau de poste. Lorsqu'on interrogea George lui-même, il rougit douloureusement et bégaya. « J'étais dans la cuisine, monsieur. J'aidais madame Bragg. Je ne m'approchais jamais des flics. Je ne leur ferai aucun mal, monsieur. Jamais. » Sa maladresse semblait accablante pour ceux qui cherchèrent à résoudre l'affaire. L'inspecteur Cray fronça les sourcils, sceptique mais vigilant. Jenkins marmonna quelque chose à propos de regards fuyants. De la vie générale, George, malgré son apparence humble et modeste, devait avoir quelque chose à cacher. Au milieu de cette agitation, Miss Marple fut invitée à prendre le thé par Mrs. Witherby, qui brûlait d'impatience de discuter des progrès de l'inspecteur. « Ce sera bientôt résolu, Miss Marple, j'en suis sûre, » déclarait-elle en versant le thé d'une main tremblante. Les hommes comme l'inspecteur Gray le savent reconnaître les signes. Ce George Barnes, je n'ai jamais fait confiance à un jeune homme qui rougit si facilement. La culpabilité se lisait sur son visage. Miss Marple sirota son thé sans opposer de contradiction. Elle demanda plutôt, avec sa douceur, si George n'était pas très dévoué à son travail. Madame Witherby, surprise, admit que oui, mais s'empressa d'ajouter que ce dévouement pouvait être un masque. Miss Marple sourit faiblement. « C'est possible, en effet, admit-elle, mais c'est peut-être aussi la simple vérité. » Au fil de la semaine, le village se divisa entre ceux qui croyaient ce Wilkins coupable et ceux qui attribuaient la responsabilité à George Barnes. Les femmes de l'Institut penchèrent pour George sa timidité. À leurs yeux, trahissait une conscience coupable. Les hommes, plus enclins à se méfier du jardinier colérique, penchèrent pour l'idée que Wilkins avait agi sous l'emprise de l'alcool. Chaque camp se renforçait d'heure en heure, et les rumeurs atteignaient leur paroxysme. Miss Marple observait tout cela. Elle remarquait la rapidité avec laquelle les gens s'emparaient du suspect idéal, l'aisance avec laquelle ils tissaient des histoires à partir de faits infimes. Elle repensait à la rougeur de George, au regard perçant de Wilkins pour sa femme, et aux frères eux-mêmes, l'un chaleureux, l'autre nerveux, leur relation pas aussi harmonieuse qu'elle le paraissait. Elle ne voyait pas encore le motif, mais elle le sentait là, attendant d'être révélé. Le dimanche matin, alors que les villageois se rassemblent à l'église, l'absence des frères Ellison se fait cruellement sentir. Leur banc, fraîchement ciré et bien en évidence, était vide. Miss Marple, assise tranquillement au fond, méditait sur la scène. Les absences, elle le savait, parlaient souvent aussi fort que les présences. Un banc vide, une carafe intacte, un lit vide, ce n'étaient pas des accidents, mais des traces de vie interrompues. La cérémonie prit fin, les cloches sonnèrent, et l'assemblée s'éloigna par groupes, murmurant des choses comme Wilkins, George, la rançon, le meurtre et le scandale. Miss Marple rentra lentement chez elle, son esprit se concentrant non pas sur ce qui avait été dit, mais sur ce qui avait été oublié. Un petit détail, à moitié oublié,
s'imposa à ses pensées. Elle n'en était pas encore certaine, mais elle avait le curieux pressentiment que la vérité se cachait, non pas chez les suspects évidents, mais dans les recoins les plus subtils de la nature humaine, des recoins que peu jugeaient dignes d'être explorés. Et ainsi, elle rangea cette pensée, comme toujours, dans son esprit calme et ordonné, pour la faire ressortir quand le moment serait venu. Au début de la nouvelle semaine, l'ambiance à Little Bramble s'était encore alourdie. Ce qui avait commencé comme un malaise s'était transformé en une tension palpable. Les ragots, qui n'avaient jusque-là sonné que de l'excitation, prenaient désormais des allures acerbes, comme si chaque mot était une pierre lancée pour sonder la profondeur des eaux troubles. L'inspecteur Crail restait logé à l'auberge, marchant à grands pas, jambes longues et d'un air brusque, mais les progrès semblaient insaisissables. Aucun corps n'avait été découvert, aucune demande de rançon n'était arrivée, aucune preuve tangible n'avait été exhumée. Les villageois, inquiets, ressentaient une certitude grandissante qui se faisait attendre. Miss Marple, cependant, n'était pas agitée. Elle était à sa manière calme et patiente. Assise dans son petit salon, elle écoutait le bavardage incessant des visiteurs, acceptait le thé avec sa courtoisie habituelle et gardait en mémoire chaque fragment d'information. Là où d'autres cherchaient une solution dans le bruit, elle la cherchait dans le silence. Le mardi après-midi, elle fait sa promenade habituelle le long du bosquet qui bordait le domaine du manoir. L'inspecteur avait depuis longtemps écarté l'endroit, le jugeant sans intérêt, hormis l'herbe piétinée laissée par les enquêteurs. Pourtant, Miss Marple, appuyée sur sa canne, s'arrêta à la lisière des arbres. Le chemin était calme, l'air estival parfumé de chèvrefeuille, et elle laissa son regard se poser sur le sol. Pour la plupart, il n'y avait rien à voir, mais Miss Marple n'était pas la plupart. Elle se pencha, écartant délicatement une touffe d'herbe du bout de sa canne. Là, à moitié dissimulé dans la terre, gisait un morceau de tissu pâle, effiloché au bord, déchiré comme par une branche. Ce n'était rien de dramatique, certainement pas la preuve sanglante qu'on trouve dans les récits à sensation. Pourtant, Miss Marple la trouva curieusement déplacée. Le tissage était fin, pas celui de Wilkins le jardinier, ni le coton robuste de George le domestique. Il était plus fin encore, plus en harmonie avec les chemises que les frères Ellison avaient apportées à la foire. Elle glissa le morceau dans son mouchoir avec l'air de cueillir une fleur sauvage et continua sa promenade comme si de rien n'était. Plus tard dans la soirée, elle était assise avec Madame Price au bureau de poste, écoutant les théories vigoureuses de la femme. « C'est le plus jeune, croyez-moi, » déclara Madame Price. « Il a tué l'aîné lors d'une dispute et s'est enfui. C'est pourquoi nous ne le retrouvons ni l'un ni l'autre. Je l'ai toujours trouvé trop nerveux, trop fuyant. » Miss Marple sourit doucement, les yeux rivés sur le délicat morceau de tissu plié dans sa poche. La nervosité pouvait être synonyme de culpabilité, mais aussi de peur d'autre chose. Le lendemain matin, l'inspecteur Crail tint une petite conférence dans le salon de l'auberge, à laquelle assistèrent l'agent Jenkins, le vicaire, et, sur l'insistance de Madame Wetherby elle-même, il expose ses conclusions avec une précision irréfutable. Les faits sont simples. Les frères ont quitté la foire ensemble. On ne les a plus revus depuis. Ni Wilkins ni Barnes ne peuvent expliquer de manière satisfaisante où ils se trouvent. L'un d'eux, probablement Wilkins, a attaqué les frères dans un accès de rage ivre. Les corps ne tarderont pas à être retrouvés. J'ai déjà envoyé un message pour draguer la rivière. Il termina son discours avec la fermeté de quelqu'un qui considérait l'affaire comme réglée. Miss Marple, tricotant tranquillement dans un coin, ne le contredit pas. Elle demanda simplement de sa voix douce. Et si aucun des deux hommes n'avait de raison d'y gagner, inspecteur, car la violence sans but est rare, n'est-ce pas? Crail la regarda avec une légère irritation. Un but? Un tempérament fougueux suffit. Les hommes tuent pour moins cher chaque jour. Miss Marple inclina la tête et ses aiguilles claquèrent de nouveau. Elle était habituée à ce que les hommes ne tiennent pas compte de ses observations, cela ne la dérangeait pas du tout, car elle savait que les gens se révèlent plus par leur impatience que par leurs paroles. Cet après-midi-là, Miss Marple rend visite à Madame Bragg au manoir. La gouvernante, encore pâle d'inquiétude, la conduisit dans la bibliothèque où la carafe et les verres étaient de rester intacts. Miss Marple observa la pièce avec intérêt. Les rideaux étaient à moitié tirés, comme tirés à la hâte, et une légère empreinte sur le tapis près de la fenêtre, à peine perceptible, mais qui, aux yeux de Miss Marple, ressemblait à la forme d'une chaussure d'homme. Elle demanda gentiment si l'un ou l'autre des frères avait reçu des visiteurs ce jour-là. Madame Bragg secoua vigoureusement la tête. « Personne, madame. Seulement eux-mêmes. »
Monsieur Reginald n'aimait pas les visiteurs qui débarquaient à l'improviste. En partant, Miss Marple s'arrêta sur le seuil. « Quelle belle maison !» dit-elle doucement. « Et pourtant si calme. On pourrait presque croire que ces messieurs n'avaient jamais eu l'intention de rester. » Madame Bragg parut surprise, mais Miss Marple se contenta de sourire et poursuivit son chemin. Ce soir-là, à l'Institut des femmes, elle écoutait le bavardage des dames qui discutèrent des préparatifs du souper des moissons. Entre tartes à la mélasse et tables à tréteaux, la conversation s'orienta inévitablement à nouveau vers les Ellison. « Croyez-moi, déclara Madame Finch, l'inspecteur aura raison. Ils sortiront un corps de la rivière avant le week-end de la semaine prochaine. Ou deux, ajouta mademoiselle Hartnell d'un ton sombre. Les frères sont souvent liés par le destin comme par la vie. » Mademoiselle Marple ne dit rien. Elle ajusta simplement son châle et considéra le mouchoir plié dans sa poche. Un morceau de tissu, une marque dans la terre, une empreinte sur le tapis, de petites choses que beaucoup négligent. Mais pour mademoiselle Marple, ces broutilles étaient souvent les gonds sur lesquels tournaient de grandes portes. Plus tard, seule dans son salon, elle déplia le tissu et le présenta à la lumière de la lampe. Le tissage était effectivement fin, le bord effiloché comme déchiré à la hâte. Elle se souvint du visage pâle de Charles Ellison à la foire, de son air nerveux qui lui avait semblé si révélateur. Il avait l'air d'un homme sous tension, non seulement timide, mais accablé. Le frère aîné avait ri de bon cœur, mais sous ce rire se lisait une pointe d'impatience. Oui, le tissu était un indice, non pas tant par sa nature même que par ce qu'il impliquait, qu'une lutte, si minime fût-elle, avait eu lieu. Et les luttes, Miss Marple le savait, révélaient des vérités que les mots tentaient de dissimuler. Elle replia le tissu. Le temps viendrait, songea-t-elle, pour que les révélations arrivent. Mais pour l'instant, il suffisait de savoir que les suspects évidents n'étaient pas les bons. La vérité était ailleurs, attendant discrètement, comme souvent, d'être découverte par celui qui savait où chercher. La semaine s'écoulait et chaque jour qui passait, l'histoire des frères Ellison disparus semblait ronger le village. Ce qui n'était jusque-là que spéculation devient un nuage de tension plus pesant, teintant chaque rencontre, chaque échange chuchoté à la porte ou au comptoir. L'inspecteur continuait ses recherches, l'agent de police continuait d'interroger, mais les résultats restaient obstinément absents. Et dans cette absence, des secrets longtemps enfouis à moitié oubliés ont commencé à remuer. Tout commença avec Wilkins, le jardinier. Bien que l'inspecteur Crail n'eût trouvé aucune preuve contre lui, le soupçon s'était accroché à lui comme une épine. Les villageois commencèrent à murmurer au sujet des querelles dont ils se souvenaient, même vaguement. Madame Price, à la poste, se rappela rapidement comment Wilkins avait un jour clamé la porte, le visage rouge et furieux, réclamant son salaire aux frères. Ils lui devaient du travail supplémentaire sur les massifs de roses, dit-elle d'un ton entendu. Et je ne doute pas que les esprits s'échauffèrent. L'histoire fut répétée avec des fioritures, jusqu'à ce que Wilkins soit dépeint comme un homme au bord de violentes représailles. Pourtant, interrogé directement, Wilkins affirma n'avoir jamais été impayé. Les frères étaient négligents, certes, mais pas malhonnêtes. Il avait râlé, comme tout le monde, mais il n'avait ni raison ni envie de leur faire du mal. Si ce n'était pas Wilkins, alors peut-être George Barnes. La rumeur enflait autour du jeune, homme comme le lierre sur un mur en ruine. L'histoire de son départ de Londres fut racontée avec des intonations sinistres ennuis avec la justice, scandale financier. D'autres disaient « Il niait tout cela », mais son bégaiement maladroit et ses rougeurs brûlantes ne firent qu'accroître les soupçons des villageois. Plus d'une personne se souvenait l'avoir vu flâner sur la place après la foire, mais aucun témoignage ne concordait. Il devint, aux yeux de beaucoup, coupable de par sa jeunesse, son manque de racines et son manque de compréhension. Et pourtant, alors même que la suspicion rongeait les domestiques, un autre fil conducteur commença à émerger, bien plus troublant. À la réunion de l'Institut des femmes, Madame Finch baissa la voix, l'air conspirateur. « J'ai entendu dire par Madame Bragg, murmura-t-elle, que les frères n'étaient pas toujours d'accord. Il y avait des disputes dans la bibliothèque, des voix qui s'élevaient, des portes qui claquaient. Elle me l'a dit elle-même, mais elle ne le répétera pas publiquement. » Mademoiselle Hartnell, le regard perçant comme une vrille, saisit l'idée. Donc, un frère contre l'autre. Voilà qui explique parfaitement. Le cadet paraissait toujours faible. Je ne m'étonnerais pas qu'il ait tué l'aîné dans un accès de désespoir. La théorie gagne rapidement du terrain, agrémentée de détails de querelles imaginaires à propos d'argent, de biens ou de femmes. L'absence des frères était devenue un terrain fertile pour l'invention.
Miss Marple écoutait ces histoires avec sa patience habituelle, ses aiguilles étincelant doucement sur ses genoux. Elle l'avait souvent vu, faute de fait. Les villageois comblaient le vide avec leurs propres ressentiments, leurs propres peurs. Et pourtant, songea-t-elle, même sous l'invention la plus folle se cachait souvent un fond de vérité. On n'invente rien à partir de rien. On invente à partir d'indices, d'aperçus, de petits fragments de réalité grossis hors de toute proportion. Et parfois, ces fragments étaient les indices mêmes dont on avait besoin. Ces réflexions furent interrompues cette semaine-là lorsque Madame Witherby fit irruption dans son cottage, le visage rouge d'inquiétude. « Mademoiselle Marple, vous n'allez pas le croire. On dit que M. Reginald avait des dettes à Londres. Il s'est donné en spectacle ici, certes. Mais ce n'était que de la poudre aux yeux. Un gentleman de nom seulement. Et le pauvre Charles traînait derrière lui comme un chien en laisse. » Elle marque une pause dramatique, reprenant son souffle. Et s'ils fuyaient le village ensemble pour échapper à un scandale effroyable, cela expliquerait tout. Miss Marple offrit une tasse de thé à son invité et l'écouta en silence. Dettes, disputes, domestiques, au passé douteux, chaque nouvelle révélation enchevêtrait encore davantage les choses. Pourtant, ce qui la frappa le plus, ce ne fut pas le scandale en lui-même, mais la façon dont les frères avaient choisi de se présenter à Little Bramble généreux, sociable et généreux. Miss Marple savait que la générosité était souvent plus généreuse lorsqu'elle visait à dissimuler autre chose. L'inspecteur, lui aussi, ne resta pas inactif. Il convoqua Madame Bragg et se rendit à l'auberge pour l'interroger. La gouvernante, bien que réticente, admit avoir entendu une dispute particulièrement vive entre les frères. « Il était tard, » murmura-t-elle en se tordant les mains. « Monsieur Reginald dit quelque chose à propos de papier. Vous devez signer, vous devez accepter. Quant à Monsieur Charles, il semblait au bord des larmes. Je n'écouterai pas davantage, bien sûr, mais cela me troublera. » Les yeux de l'inspecteur Cray brillaient. Papier, signature, accord, tout cela parlait d'argent, de testament, d'héritage. Il commença à moins s'intéresser à Wilkins et George, et plus à l'idée d'une querelle fratricide. Pendant ce temps, Miss Marple faisait une autre promenade tranquille dans le parc du manoir. Elle s'arrêta une fois de plus à l'orée du bosquet, là où le morceau de tissu avait été retrouvé. L'endroit était calme, la lumière du soleil touchant le sol en motifs irréguliers. Pour la plupart, ce n'était qu'un bois. Pour Miss Marple, c'était une scène où s'étaient déroulées des scènes brèves, urgentes et significatives. Elle repensa aux paroles de Madame Bragg, aux signatures et aux larmes, et au visage inquiet de son cadet à la foire. Quel fardeau avait-il porté? Quelle pression avait-il subi? Plus tard dans la soirée, au Rose and Crown, une nouvelle rumeur fait à nouveau parler d'elle. Le fermier Harris, à moitié ivre et avide d'attention, déclara avoir vu un jour un étranger en compagnie du grand homme des frères, vêtu d'un manteau sombre, s'attarder près des grilles du manoir. « Pas du coin, » insista Harris. « Il avait l'air londonien, louche. Croyez-moi, il est au cœur de tout ça. » L'idée d'un mystérieux étranger séduisait fortement les villageois, las de s'accuser les uns les autres. Pourtant, pour Miss Marple, ce n'était qu'un embellissement de plus. Les étrangers allaient et venaient assez souvent, et les véritables histoires des villages étaient généralement plus profondes, ancrées dans leur terroir. Ce soir-là, assise à la lumière de sa lampe, Miss Marple déposa son tricot et joignit les mains. Des secrets refirent surface nette, querelles, mécontentement au sein du personnel. Chacun était plausible, chacun commode. Pourtant aucun ne satisfaisait son sens de la nature humaine. On tue, songea-t-elle, non pas pour des raisons abstraites, mais pour des raisons personnelles, la peur, la jalousie, l'orgueil, l'instinct de survie. Et ces mobiles se trouvaient rarement là où les soupçons se manifestaient le plus vivement. La vérité, pensa-t-elle, était si proche que le brouhaha des spéculations la couvrait presque. Mais Miss Marple connaissait la valeur de la patience. Alors, elle attendit, écoutant, observant, notant chaque secret dans son coin secret, sachant que le moment venu, le motif se révélerait. C'est au 8e jour de la disparition des frères que l'enquête, qui semblait tourner sans fin autour de suspects et de théories, s'est soudainement enlisée dans des zones d'ombre. Jusque-là, il n'y avait eu qu'une absence troublante, suggestive, mais dénuée de certitude. Maintenant, quelque chose de tangible se présentait, quelque chose qui intriguait même le villageois le plus sceptique. Tout commença avec un groupe de garçons jouant au bord de la rivière, juste après le moulin. Ils ricochent sur les pierres lorsque l'un d'eux,
S'aventurant plus en aval, poussa un cri. En quelques minutes, une foule se rassembla, comme toujours à Little Bramble en cas d'anomalie. La cause de l'alarme se révéla être un étui en cuir, coincé entre les roseaux, à moitié submergé. Il fut rapidement tiré à terre par l'agent Jenkins, appelé en toute hâte. Le fermoir était cassé et l'eau s'était infiltrée, mais à l'intérieur se trouvaient des papiers détrempés, flous, mais clairement appartenant à Reginald Ellison. Plusieurs portèrent sa signature, tandis que d'autres, moins lisibles, semblaient être des documents financiers. L'inspecteur Crail les examina au Rose and Crown cet après-midi-là, étendant les draps humides pour les faire sécher devant le feu. Il fronça les sourcils, son visage anguleux s'aiguisant sous l'effet de la concentration. Des dettes, annonça-t-il enfin, des sommes importantes dues à diverses entreprises londoniennes, et il brandit un brouillon flou d'un accord. Il semble que M. Charles était requis de signer comme garant. L'inspecteur leva brusquement les yeux. Alors, des disputes d'argent, l'aîné pressant le cadet. Cela concorde avec ce que Mme Bragg avait entendu. C'est presque évident. Les villageois écoutaient, les yeux écarquillés, leurs murmures s'enflammant. Dette, scandale, un frère acculé à la ruine pour la folie d'un autre. Mademoiselle Hartnell déclara que c'était le cas le plus évident. Le cadet avait tué l'aîné dans un accès de désespoir, déclara-t-elle. Puis il s'était enfui, comme le font les lâches. Il est certain que Charles Ellison se cache quelque part à Londres, tremblant de culpabilité. Madame Finch rétorqua que Reginald avait probablement mis en scène sa propre disparition pour échapper à ses créanciers, entraînant le pauvre Charles avec lui malgré lui. Les deux théories trouvèrent des partisans enthousiastes, car rien ne réjouissait davantage les villageois qu'un nouveau tournant dans l'histoire. Miss Marple, discrètement assise près du feu, ne participait pas à l'agitation. Elle contemplait pensivement les papiers laids qui séchaient, son tricot reposant sans surveillance sur ses genoux. Ce n'étaient pas les dettes elles-mêmes qui la frappaient, mais la manière dont elles avaient été découvertes. Une mallette, brisée et abandonnée dans la rivière, était une chose curieuse. Des hommes désespérés ou en fuite étaient peu susceptibles de jeter des documents qui pouvaient encore leur servir. Non, songea-t-elle, ce rejet avait peut-être été délibéré pour être retrouvé, ou pour induire en erreur. Ses lèvres se pincèrent légèrement. La nature humaine, elle le savait, était rarement ordonnée, mais elle était souvent rusée. Plus tard dans la soirée, une autre découverte approfondit le mystère. Un ouvrier agricole, fouillant de l'autre côté du bosquet, tombe sur une montre de poche. Les initiales « EUR » étaient gravées au dos. Le verre était fissuré, comme s'il était tombé, et les aiguilles s'étaient arrêtées à 7h15. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement et, lorsque l'inspecteur Crail l'examina, la moitié du village avait déjà tiré ses propres conclusions. « Preuve d'une lutte », déclara le fermier Harris. L'aîné la laissa tomber en luttant pour sa vie. « Ou, rétorqua Madame Price, preuve qu'il était poursuivi par le corps. Croyez-moi, quelqu'un l'attendait. » L'inspecteur Crail empocha sa montre avec satisfaction. « Les preuves s'accumulent, » dit-il fermement. La querelle entre les frères atteignit son paroxysme. La violence s'ensuivit. Nous retrouverons bientôt un corps. L'autre a pris la fuite ou s'est caché. Il jeta un coup d'œil à l'agent Jenkins qui acquiesça solennellement, tout en avouant en privé à Madame Witherby qu'il n'appréciait guère l'idée que des voisins s'entretuent. « Trop près de chez nous, madame, marmonna-t-il. Pas bien, en quelque sorte. » Cette nuit-là, le village était en effervescence. À chaque foyer, l'histoire était racontée avec des fioritures. Charles frappait Reginald d'une pierre. Reginald entraînait Charles dans la rivière. Wilkins, témoin de la dispute, cachait la vérité. Chaque récit devenait plus élaboré, comme si l'invention seule pouvait satisfaire le besoin de certitude. Pourtant, sous l'excitation se cachait un malaise. Car si l'un des frères avait bel et bien tué l'autre, alors l'un d'eux était encore vivant. Et où était-il maintenant? Miss Marple était assise tranquillement près du feu, ses aiguilles à tricoter posées sur ses genoux. Elle pensait à la montre, aux aiguilles arrêtées, au papier dans la rivière. Ce n'étaient pas, à ses yeux, les marques du hasard. Il portait plutôt la marque d'un arrangement, d'une intention. Elle songea aussi au visage pâle de Charles, à son air anxieux, à sa façon d'éviter tout regard direct. Un homme pressé au-delà de ses forces, ou un homme craignant plus que des dettes. Et Reginald, avec son rire franc et son arrogance, était-ce de la dissimulation, de l'arrogance, ou les deux? Tandis qu'elle réfléchissait, on frappa à sa porte. C'était le jeune George Barnes, le domestique, le visage pâle et troublé.
Il fallait que je parle à quelqu'un, mademoiselle, murmura-t-il. Ils pensent tous que c'est moi, ou Wilkins, mais ce n'est pas le cas. Je le jure. Il y a quelque chose que je dois dire. Il hésita, se tordant les mains. Monsieur Charles est venu me voir cet après-midi-là, avant la foire. Il m'a dit qu'il craignait que son frère ne le ruine. Il m'a demandé si je connaissais un notaire à Manchester, quelqu'un en qui il pourrait avoir confiance. Il était désespéré, mademoiselle, presque tremblant. Georges déglutit difficilement. Mais je n'ai rien dit à personne, et maintenant, ils vont dire que je mens. Miss Marple posa doucement la main sur lui. Allons, allons, Georges. La vérité est souvent silencieuse, et la culpabilité souvent bruyante. Nous verrons bien quelle sera la plus forte. Son regard, doux mais perspicace, scruta son visage angoissé. Elle le croyait, car la culpabilité, elle le savait, cherchait rarement la personne la plus discrète. Lorsque Georges partit, Miss Marple resta longtemps assise près du feu mourant, l'esprit bourdonnant de schémas. Une dispute à propos de dettes, une valise jetée à la rivière, une montre tombée dans la caserne, un frère nerveux cherchant de l'aide en secret. Ce n'étaient pas des fils isolés. C'étaient les fils d'une même toile. La question n'était pas de savoir si l'un des frères avait tué l'autre, mais de savoir qui avait tissé la toile dans laquelle ils étaient tous deux pris. Elle joignit enfin les mains, l'air serein. Un nouveau tournant s'était produit, et avec lui, un aperçu plus clair de la nature humaine dans ses pires moments. Bientôt, pensa T.L., la vérité se rapprocherait, même si le village était prêt à l'affronter. C'était une autre histoire. Les découvertes de l'affaire dans la rivière et la surveillance du corps avaient plongé le village dans une frénésie de certitude. Pour la plupart des habitants de Little Bramble, l'affaire semblait être de simples querelles d'argent ayant dégénéré en violence, un frère tué, l'autre en fuite. L'inspecteur Crail lui-même semblait satisfait, même s'il n'avait encore localisé aucun des corps. Mais Miss Marple était loin d'être convaincue. Le déroulement des événements, à ses yeux, était trop ordonné, trop commode. La vie réelle, elle le savait, s'organisait rarement avec autant d'ordre. Ce n'était pas seulement ce qui avait été trouvé, mais la manière dont cela avait été fait qui la faisait douter. Dans les jours qui suivirent, elle commença à observer de plus près le comportement des proches des frères. Elle écouta Madame Bragg, qui se tordait encore les mains à chaque mention de ses employeurs. Elle écouta Wilkins, qui devint maussade et renfermé sous le poids des soupçons. Et elle écouta avec la plus grande attention le jeune George Barnes, qui lui avait confié sa peur et sa rencontre secrète avec Charles. C'était l'honnêteté inquiète de George qui l'avait le plus frappé. Un homme coupable recherchait rarement des confidences, c'était l'innocent, accablé par le savoir qui aspirait à la libération. Miss Marple savait que le moment était venu de passer à l'épreuve. Non pas l'interrogatoire brutal privilégié par l'inspecteur Crail, ni les tactiques d'intimidation des villageois avides d'aveux, mais une méthode plus discrète, l'art de la conversation, de l'interrogation délicate, de faire ressortir les vérités cachées derrière des masques. Elle avait toujours constaté que les gens se révélaient un peu plus clairement lorsqu'ils croyaient ne pas être interrogés du tout. L'occasion se présenta un jeudi après-midi ensoleillé, lorsque Madame Witherby organisa un goûter au presbytère dans l'espoir d'apaiser les esprits et d'étouffer les rumeurs. Plusieurs villageois étaient invités, ainsi que l'inspecteur Crail, l'agent Jenkins et, sur les instances de Madame Witherby, Miss Marple. Les invités se réunirent dans le jardin ombragé. La table dressée de génoises et de sandwichs au concombre, la conversation aussi vive que les tasses en porcelaine. Derrière ces bavardages polis planait une tension, car chacun savait que le sort des frères planait sur eux comme une ombre. Miss Marple, assise, son tricot sur les genoux, regardait George Barnes servir le thé d'une main tremblante, pressée par Madame Witherby. Il évitait le regard de l'inspecteur, bien que son visage pâle ne trahît que de l'anxiété. Wilkins était également présent, grommelant au-dessus de sa tasse et marmonnant d'un ton sombre à propos des messieurs qui avaient une trop haute opinion d'eux-mêmes. Les villageois le regardaient avec suspicion, bien qu'il semblait l'ignorer, consumé par sa propre amertume. Madame Bragg était assise, raide, à côté de la femme du vicaire, murmurant des platitudes, mais visiblement désireuse d'échapper à l'examen. C'est vers Madame Bragg que Miss Marple tourna son attention. La gouvernante avait passé chaque jour du temps avec les frères, au courant de leurs habitudes, de leurs querelles, de leurs confidences. Et pourtant, hormis la seule dispute entendue par hasard, elle avait dit étonnamment peu de choses. Miss Marple, à sa manière calme, soupçonnait Madame Bragg d'en savoir plus qu'elle ne le voulait bien. « Ma chère Madame Bragg, dit gentiment Mademoiselle Marple, en lui tendant une assiette de génoise,
Vous avez dû trouver cela difficile de prendre soin de deux hommes si différents, l'un si chaleureux, l'autre si délicat. Je trouve toujours que de tels contrastes peuvent être très éprouvants dans un foyer. Madame Bragg rougit légèrement. C'étaient des hommes bien, mademoiselle, de bons employeurs, très exigeants, mais justes. Oui, oui, j'oserais dire, acquiesça doucement Miss Marple. Même si je trouve souvent que les cadets se font abuser, pas vous? Il est si facile pour l'aîné de commander et le cadet de céder. Je me souviens d'une famille à St. Mary Mead qui lui ressemblait beaucoup d'ailleurs. L'aîné exigea du cadet qu'il signe des papiers pour garantir un prêt. Le cadet refuse d'abord, mais finit par céder, par affection. La suite fut bien triste. Les familles peuvent être si dures les unes envers les autres. La voix de Miss Marple était calme, presque distraite, son regard rivé sur son tricot. Mais ces mots, soigneusement choisis, produisirent leur effet. Les yeux de Madame Bragg vacillèrent. Sa tasse de thé tinta légèrement sur sa soucoupe. Elle ne dit rien, mais son silence était plus révélateur que n'importe quel déni. Miss Marple n'insista pas. Elle se contenta d'un sourire doux et orienta la conversation vers les sandwichs au concombre. Plus tard, alors que la réunion touchait à sa fin, Miss Marple réussit à s'entretenir en privé avec George Barnes. « Vous avez eu la gentillesse de me confier à moi, » lui dit-elle doucement. « C'était la bonne chose à faire. Mais vous ne devez plus en parler pour l'instant. La vérité finit toujours par éclater, et quand elle éclatera, on saura clairement qui a parlé honnêtement. » George hocha la tête d'un air malheureux, mais ses épaules se détendirent légèrement, comme rassuré par sa calme assurance. Ce soir-là, tandis que Miss Marple rentrait chez elle par les ruelles tranquilles, elle repensa à ce qu'elle avait vu. La réaction de Madame Bragg confirma ce qu'elle soupçonnait déjà. Les querelles entre les frères n'étaient pas de simples broutilles, mais des événements d'une grande importance, observés de plus près qu'on ne l'admette. Et la découverte des documents dans la rivière, la montre dans les copies, porte toutes les marques non pas du désespoir ou d'un accident, mais d'un arrangement. Quelqu'un les avait placés, quelqu'un qui souhaitait faire croire au village à une simple histoire de dette et de fratricide. La nature humaine, pensait Miss Marple, était encline à la simplicité. On préférait croire à des explications simples, le jardinier ivre, le serviteur malhonnête, les frères querelleurs. Pourtant, la vérité était rarement simple. Elle était confuse, gênante, souvent cachée dans des détails insignifiants. Un regard, un silence, un morceau de tissu. De retour dans son salon, elle était assise, son tricot sur les genoux, la douce lumière de la lampe éclairant son visage ridé. L'heure n'était pas encore à la révélation, mais elle avait soigneusement semé ses mots, comme toujours, et elle avait perçu le tremblement de la culpabilité là où d'autres ne voyaient que du sang-froid. Bientôt, très bientôt, les fils se renoussent, l'épreuve était lancée, et la vérité suivait. 2 jours après le thé du presbytère, Miss Marple décida que le moment était venu. Pendant une semaine, le village avait vécu de rumeurs, son appétit pour le scandale étant aiguisé par chaque nouvelle découverte, les papiers dans la rivière, la surveillance du corps, les rumeurs de querelles et de dettes. L'inspecteur Crail, satisfait de sa théorie du fratricide, avait écrit à Manchester pour demander des renforts, confiant qu'en temps voulu, on trouverait quelqu'un pour confirmer son point de vue. Pourtant, Miss Marple, assise dans son salon impeccable, son tricot étalé sur les genoux, savait qu'attendre n'apporterait que davantage de confusion. La vérité, pensait-elle, était comme un fil pris dans la trame, elle ne se révélerait que si on la tirait doucement. Elle invita l'inspecteur Crail, l'agent Jenkins, le vicaire et son épouse, Madame Bragg, George Barnes, et même le réticent Wilkins, à se réunir dans le salon du presbytère ce soir-là. C'était une demande inhabituelle de la part d'une dame aussi modeste, mais l'insistance discrète de Mademoiselle Marple était d'une autorité curieuse. Madame Witherby, qui ne pouvait résister à l'envie d'entendre la vérité mise à nu, pressa joyeusement son mari d'obtempérer. Le groupe s'assembla avec des expressions mitigées, Crail figé par le scepticisme, Jenkins attentif mais perplexe, les villageois curieux, les serviteurs anxieux. Miss Marple était assise sereinement au centre, ses aiguilles cliquetant un instant avant de les poser. Elle joignit les mains, ses yeux bleus clairs scrutant la compagnie. « Mes chers amis, commença-t-elle doucement, nous avons tous été troublés par la disparition des frères Ellison. On a trop parlé, peut-être de dettes, de querelles, de colère dues à l'alcool et de rougeur coupable. Pourtant, je pense que nous pouvons laisser de côté de telles illusions, car la vérité, comme souvent, ne réside pas dans ce qui est écrit, mais dans ce qui est murmuré, et que l'on oublie facilement.
L'inspecteur Crail renifla brièvement et avec impatience. « Si vous avez des informations, madame, veuillez les partager clairement. Ce n'est pas le moment de se lancer dans des énigmes. » Miss Marple inclina la tête, imperturbable. « Tout à fait, inspecteur. Alors, laissez-moi commencer par les papiers retrouvés dans la rivière. On nous dit qu'ils prouvent qu'aux les dettes de M. Reginald, qu'il a pressé son frère Charles de se porter garant. En effet, ils le prouvent. Mais ce qui me frappe, ce n'est pas ce qu'ils révèlent, mais le fait même qu'ils aient été jetés. Des gentlemen fuyant leurs créanciers s'accrochaient à de tels papiers, au lieu de les jeter. Non, leur présence dans la rivière a été délibérément placée afin que nous puissions tirer précisément la conclusion que nous avons. Un murmure se fit entendre parmi la compagnie. Madame Weatherby haleta doucement. Crail fronça les sourcils, mais ne dit rien. Ensuite, poursuivit Miss Marple, il y avait la montre, arrêtée à 7h15. Encore une fois, c'est très pratique. Une montre tombant pour suggérer une lutte, un moment, une scène. Pourtant, les montres ne tombant pas souvent aussi nettement. Ce n'était pas le hasard d'un combat. C'était un arrangement. Quelqu'un voulait nous faire croire que des violences avaient lieu au sein du corps et à disposer les jetons en conséquence. Jenkins se pencha en avant, les yeux écarquillés. « Alors, tu veux dire qu'il n'y a pas eu de bagarre ?» Miss Marple esquissa un léger sourire. Au contraire, il y avait bel et bien une dispute. Mais la scène qui nous a été montrée n'en était pas la véritable conclusion. Pour cela, il faut examiner les caractères. M. Reginald Ellison était chaleureux, sociable, mais au fond vif, impatient, voire autoritaire. M. Charles était pâle, nerveux, accablé. Madame Bragg avait entendu leur dispute à propos de papier. George Barnes avait été contacté secrètement par M. Charles, cherchant désespérément de l'aide. Cela ressemble-t-il à un homme complotant un meurtre? Non, on dirait un homme sous pression, poussé au désespoir par les exigences de son frère. Georges rougit, les yeux écarquillés de soulagement. « Oui, mademoiselle, c'est comme ça. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Tout à fait. Maintenant, considérez le tissu déchiré dans le bosquet, d'une belle finesse, appartenant non pas à un domestique, mais à un gentilhomme. Un signe de lutte, certes, mais contre qui? Ni Wilkins, qui n'a aucune raison, ni George, qui n'avait aucun courage pour une telle violence. Non, la lutte eut lieu entre les frères Uxmem. Mais le résultat ne fut pas que Charles tua Reginald comme certains le supposent. C'est Reginald qui chercha à forcer son frère, et dans la lutte, Reginald eut un accident mortel. Le silence s'installe dans la pièce. Madame Witherby porta la main à sa bouche. L'inspecteur Crail fronça les sourcils, mais il ne l'interrompit pas. Et c'est là, poursuivit doucement Miss Marple, qu'il faut regarder de plus près. Car Charles Ellison, terrorisé, n'agit pas seul. Il se confie à quelqu'un d'assez proche pour en entendre plus qu'il n'en avait avoué. Quelqu'un qui vit l'occasion de transformer l'accident en tromperie. Ainsi, l'affaire fut jetée à l'eau, la montre déposée dans la caserne, la rumeur de querelles et de dettes se répandit. Tout était prévu pour attirer les soupçons ailleurs. Son regard, doux mais inflexible, se tourna vers Madame Bragg. La gouvernante figée, les mains crispées sur ses genoux. « C'était vous, n'est-ce pas, Madame Bragg? Vous connaissiez les exigences de M. Reginald, vous entendiez les disputes. Quand Charles, affolé, vint vous trouver, vous chercherez à le protéger, ou peut-être à vous protéger vous-même. Vous organisez la scène, dispersez les jetons et parlâtes de ce que vous aviez entendu. Et ce faisant, vous attirant tous les regards sur l'histoire opportune de frères, s'entre-détruisent. Le visage de Madame Bragg était devenu pâle, ses lèvres tremblaient. Pendant un instant, elle resta silencieuse. Puis, dans un accès de colère, elle s'écria qu'il aurait ruiné le garçon. Il l'aurait ruiné corps et âme. M. Reginald ne se souciait que de sa position, de ses maudites dettes, de ses plaisirs. Charles était doux, gentil, trop gentil. Il était terrifié, et quand cela arriva, quand Reginald fit, j'étais à moitié fou de chagrin. Je ne pouvais pas les laisser condamner. Je ne le ferai pas. Sa voix vacilla, et elle s'affaissa, pleurant en silence. La pièce resta silencieuse, l'énormité de la révélation retombant comme la poussière après une tempête. L'inspecteur Crail se leva avec raideur. « Vous reconnaissez avoir entravé le cours de la justice, madame, dit-il sèchement. » Mais même son ton était modéré, car la vérité avait percé sa théorie bien ficelée, le laissant étrangement vide. Miss Marple croisa les mains. « Il ne m'appartient pas de déterminer les coupables, inspecteur. Je constate simplement que la mort de Reginald n'était pas un meurtre de sang-froid, mais un accident né d'une dispute, et que Madame Bragg, dans sa loyauté mal avisée,
chercha à protéger son cadet en inventant une histoire pour le tromper. En fin de compte, c'est la nature humaine, dans sa faiblesse et sa loyauté, qui nous a tous trompés. Pendant un instant, personne ne parla. Puis Madame Weatherby murmura « C'est horrible, et pourtant, c'est tout à fait crédible. » Miss Marple reprit son tricot, l'air calme. « Oui, ma chère, effroyable et crédible. C'est ce que la nature humaine provoque si souvent. » Le matin suivant, la révélation était claire et calme, mais Petit Ronce avait une atmosphère feutrée qu'il était impossible de négliger. La place du village, si récemment résonnent des cris des enfants et des rires des visiteurs de la foire, était vide et ensoleillée, son herbe encore légèrement humide de rosée. Les magasins étaient ouverts comme d'habitude. Le facteur distribuait le courrier par des itinéraires familiers, et pourtant, les villageois avançaient avec un silence hésitant, comme si le poids de la semaine écoulée pesait sur chacun de leurs pas. Au Rose and Crown, quelques leftos se rassemblèrent à voix basse. Madame Finch s'affairait derrière le comptoir, disposant les pâtisseries avec un soin méticuleux, même si l'étincelle des ragots dans son regard s'était estompée. Même le fermier Harris, dont l'imagination s'était déchaînée d'histoires d'enlèvement et de meurtre, s'appuyait sur le bar, silencieux et pensif. La révélation de la mort accidentelle de Reginald Ellison et la tromperie protectrice de Madame Bragg les avaient laissés stupéfaits, incertains de la manière de concilier la tranquillité ordinaire de la vie villageoise avec les événements extraordinaires qui s'étaient déroulés. L'inspecteur Crail, désormais moins brusque et plus pensif, revoit ses notes à l'auberge. « La nature humaine est vraiment complexe », murmura-t-il à Jenkins, qui hocha la tête en silence, toujours impressionné par la perspicacité de Miss Marple. Même l'inspecteur, si habitué aux preuves tangibles, devait reconnaître la subtilité de l'observation par rapport aux simples faits. Parfois, admit-il, l'esprit lui-même était le meilleur instrument pour découvrir la vérité. Madame Weatherby, déterminée à rétablir l'ordre, organisa une petite réunion au presbytère. Des invitations furent lancées à tous les acteurs concernés, afin de permettre au village de témoigner sa courtoisie aux personnes endeuillées et d'exprimer sa sympathie pour la confusion qui régnait. Mademoiselle Marple, bien sûr, était présente, tricotant tranquillement dans un coin de la pièce. Son regard, calme et pénétrant, observait chaque visiteur avec le discernement attentif qui l'avait guidé tout au long de la semaine. Il y avait du soulagement dans leurs gestes, mais aussi une curiosité persistante, car les mystères laissent des traces même une fois résolus. George Barnes, assis à côté de Madame Bragg, semblait plus léger. Le jeune homme, autrefois objet de suspicion, sentait maintenant la vérité se confirmer. « Je n'ai jamais voulu d'ennui, mademoiselle, » lui chuchota-t-il lorsque leurs regards se croisèrent. « Je voulais seulement aider Charles. » Miss Marple lui adressa un léger sourire approbateur. « La gentillesse est souvent mal comprise, ma chère, mais elle finit toujours par se manifester. » Les villageois, acceptant peu à peu la vérité, commencèrent à parler à voix basse et mesurèrent les conséquences. Wilkins, bien que soulagé de ne plus être soupçonné, se sentit intérieurement apaisé. « Je suppose que nous devrions tous être un peu plus prudents, » murmura-t-il à Jenkins, qui acquiesça simplement d'un hochement de tête. Des vies, même celles qui paraissaient insignifiantes et banales, pouvaient être mêlées de manière inattendue, et les suppositions, une fois formulées, peuvent facilement induire en erreur. À la fin du jour, Miss Marple fait sa promenade habituelle le soir le long des chemins bordant la verdure. La chaude lumière du coucher de soleil dorait les haies, projetant de longues ombres paresseuses sur la terre. Les enfants jouaient tranquillement dans les champs, leur jeu discret et le parfum des roses et de l'herbe fraîchement coupée emplissaient l'air. Le village avait retrouvé en apparence son rythme paisible, même si, sous la surface, le souvenir des événements récents persistait, rappel subtil que même les vies les plus familières recelaient des complexités cachées. Elle s'arrêta devant le bosquet près du manoir, redevenu paisible, et contempla l'herbe piétinée, les feuilles éparses, le petit bout de terre retourné. Ce lieu avait été le théâtre de la faiblesse et de la loyauté humaine, de la peur et de la protection, du hasard et de l'intention mêlée. Le cœur de Miss Marple, toujours à l'écoute des schémas de la nature humaine, ressentait une satisfaction paisible. La vérité avait été révélée, la justice, dans sa douce forme, établie, et pourtant les leçons restaient à la portée de ceux qui voulaient bien voir. De retour à son chalet, elle s'installa dans son fauteuil familier, son tricot à la main, le feu projetant une douce lueur sur son visage serein. Elle repensa aux événements des 10 derniers jours, la foire, la disparition, les murmures, les découvertes, les tests minutieux d'observation et de patience.
La nature humaine, songeait-elle, pouvait être à la fois cruelle et tendre, faible et rusée, craintive et courageuse. Et même si le village parlait des Ellison pendant des mois, elle savait que les vérités profondes, celles entrevues discrètement dans un regard, un geste, une hésitation, étaient ce qui comptait vraiment. Dehors, le soir se calmait, le village s'enveloppant d'une douce ombre. Quelque part, un chien aboyait au loin, une cloche sonnait à l'église, et l'odeur du souper flottait aux fenêtres des chaumières. La vie, comme toujours, restait résiliente, ordinaire et discrètement miraculeuse. Et Miss Marple, sereine et observatrice, méditait sur les subtiles complexités du cœur humain, toujours consciente que les plus petites choses révèlent souvent les plus grandes vérités.